Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média pour cette autre édition d'Info Afrique. Le Congo-Brazzaville accueille le président de la République togolaise Faure Gnassingbé en visite de travail depuis dimanche dernier. L'objet de la visite étant le renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient le Congo-Brazzaville et le Togo. Impressionnante marée humaine, celle qui, depuis des heures, a pris d'assaut l'aéroport international de Lombo pour saluer le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, arrivé pour une visite de travail de 72 heures au Congo. 11 heures, le chef de l'État togolais descend d'avion, accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso. Ce voyage a un but, raffermir les liens séculaires d'amitié et de coopération entre le Congo et le Togo. Une coopération qui s'appuie sur les accords de 1986. Après les hymnes des deux pays ainsi que les poignées de main au corps constitué, les deux chefs d'État ont eu un bref entretien au salon présidentiel avant de prendre un bain de foule à l'aéroport et à Oyo où personne n'a voulu vivre l'événement par témoignage de seconde main. Le programme de la journée prévoit le dépôt d'une gerbe de fleurs au cimetière Konakona à Edou et la visite de la zone industrielle d'Edou ainsi que l'usine de fabrication des panneaux solaires. Brazzaville désormais en chantier. Nous sommes bien évidemment toujours au Congo-Brazzaville. Alors, routes, ravins et autres infrastructures sont mal en point, d'où les travaux de réhabilitation engagés dans le pays. En tout cas, c'est ce que nous montre la télévision congolaise à travers ces images. Ni les décharges publiques, ni la structure Gabillon, encore moins ces bambous de Chine n'ont pu arrêter la rage de ce ravin dit d'émeraude du nom de l'ancien tronçon balayé depuis quelques années et qui poussa ainsi plusieurs familles hors de leurs habitations. Seules quelques maisons ont pu par bonheur tenir la dragée haute grâce à l'intervention du gouvernement de la République qui enclencha des travaux d'Hercule en vue de sauver ce quartier à forte concentration humaine. Il s'agit des travaux de traitement des ravins, d'émeraudes et voies reliant la route nationale numéro 2 et les voiries de Nkombo dans le 9e arrondissement et Mukondo dans le 4e arrondissement. C'est l'entreprise brésilienne du nom d'Andrade Guterres qui exécute ces travaux sous l'œil expert d'Egis International, une entreprise française sous les auspices de la délégation générale aux grands travaux, le bras administratif et technique de l'État. Tout partira de cet espace qui abritera la construction d'un carrefour autour duquel graviteront 3 voies. La nouvelle en construction, l'ancienne dénommée avenue Cité des 17 et l'avenue de l'UA qui mène vers le CNR TV. La première phase des travaux relative à la construction d'un ouvrage provisoire faite de 200 000 sacs de sable stabilisés posés pour arrêter l'avancée de l'érosion est achevée. Débutés en avril 2012, ces travaux s'achèvèrent en août de cette même année. Et déjà le fruit de ce travail profite à la population qui peut déjà joindre les deux rives à pied. La deuxième phase s'est mise en place depuis janvier 2013. Il s'agit de la construction d'un ouvrage dit définitif, qui est ce grand collecteur de drainage d'environ 1,6 km qui sortira l'eau qui coule dans les ravins vers la rivière Tchémé. Ensuite, cette entreprise s'attaquera au grand remblai de ce ravin qui verra passer dessus la nouvelle voie dite d'émeraude attendue de pied ferme par la population riveraine. La dernière phase consistera à refaire toutes les ruelles du quartier sur au moins 4 km et des caniveaux sur 5 km. Ici, donc on remblait tout ça. On va refaire toute l'avenue Émeraude, l'ancienne avenue Émeraude, et faire toute l'liation à les anciens ruelles de quartier. Donc on va refaire au niveau de la ruelle, on va refaire tout ce qui était ancien dans les quartiers. Et cette avenue Émeraude, ça, là en bas, ça se va rencontrer avec les rues qui viennent de Mukondo vers le CIESPAC. L'expertise de ce géant brésilien des grandes œuvres ne laisse guère la place au doute, dont la qualité des travaux est incontestable et les prouesses réalisées au Congo sont visibles. Si vous avez, où la population vit souvent dans ces pays, les chantiers qui ont commencé
et qui ne sont pas arrivés à terme. Moi, j'ai vu tous les chantiers sur lesquels nous avons été engagés depuis 2008 que je suis dans les érosions. Nous avons mené jusqu'à terme. Vous connaissez l'érosion Mimi qui avait coupé la RN2. Aujourd'hui, on peut circuler. Nous avons rétabli la route, nous avons maîtrisé l'érosion. Les travaux sont terminés et tout est en sécurité. Nous avons travaillé avec Andrade sur Casis, où la route était, la RN2 était aussi menacée d'être coupée. Nous avons fait un chantier très bien, qui est terminé depuis plus de 2 ans maintenant, et tout tient très bien. La population, principale bénéficiaire de ce joyau, savoure déjà les premières réalisations. Nous sommes très ravis de la manière dont les travaux se déroulent. La fois passée, on avait des difficultés même pour l'évacuation des eaux. Maintenant, avec la petite canalisation qui est en train de se faire là, on voit que lorsqu'il y a des pluies, les eaux coulent normalement sans problème. Donc nous sommes très contents des travaux qui se déroulent. Au départ, quand il y avait des pluies, surtout la nuit, personne ne dormait. Hein. Personne ne dormait. Maintenant, là, on peut dormir tranquillement sur nos oreillers sans problème, même s'il y a une averse, on dort tranquillement. À terme, cette route reliera 2 arrondissements, celui de Djiri et de Mungali, au grand bonheur des populations. Par la même occasion, elle désengorgera l'avenue Cité des 17 du côté de Mukondo et la route nationale numéro 2 du côté de Djiri, véritable cul-de-sac aux heures de pointe. L'État trouve là un moyen de répondre aux cris de cœur de la population sur le phénomène d'embouteillage qui est devenu le lot quotidien des Brazzavillois. Et on reste au Congo-Brazzaville. Là-bas, la communauté urbaine de Ngo dispose désormais d'un cimetière municipal. C'est le maire de la communauté qui a procédé à l'inauguration de ce cimetière municipal public et bien sûr en présence des autorités locales. La communauté urbaine de Ngo dispose désormais d'un cimetière municipal public réhabilité. À l'occasion de la Toussaint, Médard Tielako, administrateur maire de Ngo, en présence des autorités politico-administratives de cette localité, a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs sur cette tombe. Un acte qui marque l'ouverture officielle du cimetière municipal, œuvre de la mairie de Ngo. Cette volonté de doter la communauté urbaine de Ngo d'un cimetière public justifie ici les nobles missions assignées à la mairie. Nous avons mission d'ouvrir les cimetières publics. Et nous l'avons nettoyé, on l'a réhabilité et puis nous avons déposé ce que vous voyez là, le mât, tout ça, et ça devient un cimetière municipal. On a commencé le nettoyage l'an 2012 et à l'an 2013, on venait de réaliser ce que vous voyez. Entièrement aménagé et réhabilité par ces hommes et femmes en uniforme qui sont les tâcherons de la mairie de Ngo, cet espace public vient soulager tant soit peu les populations de cette communauté urbaine qui déjà ont pris d'assaut ce site pour assainir et déposer les gerbes de fleurs sur les tombes des leurs. L'Union des Comores confrontée à bien des problèmes, parmi lesquels celui du déboisement massif dans certaines régions du pays. Plus de 50 rivières sont à sec à cause de cette pratique par les Comoriens pour leurs besoins au quotidien. Le déboisement massif engendre des conséquences néfastes sur l'environnement. Plusieurs facteurs en sont à l'origine, notamment la distillerie d'essence d'Ilang-Ilang qui nécessite du bois. La population effectue de longs trajets pour se procurer de l'eau pour les besoins quotidiens. C'est le cas d'Atoumani Zaki qui estime qu'il faudrait renforcer la protection de la forêt et protéger les quelques points d'eau existants. Cette eau, pour nous, vraiment, ça présente vraiment notre vie. Parce que c'est de l'eau pure, naturelle. Donc, puisqu'on n'arrive pas vraiment à acheter l'eau venant de l'extérieur ou bien c'est le produit au Comores, donc là, vraiment, on veut prendre cette eau parce qu'on est sûr que vraiment on a de l'eau propre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que le déboisement, vraiment, a fait que nos rivières vraiment sont sèches, il n'y a pas de l'eau, donc on est obligé de venir chercher là où l'eau se trouve. Mais le mal c'est que et la mairie, et le gouverneur et les autorités ne protègent pas cette eau. Au lieu par exemple de faire un projet pour qu'on puisse construire cette terre là,
dire que vraiment on vient épuiser l'eau vraiment dans de meilleures conditions, mais vraiment on vient toujours perdre le temps à la recherche de l'eau. Ceux qui coupent le bois ignorent qu'il y a un environnement à protéger. Le déboisement massif aux Comores a causé la diminution des débits des rivières, voire leur dessèchement. À cela s'ajoute le risque de priver les enfants de leur baignade quotidienne ou tout simplement de faire la lessive. Et puis de l'autre côté, toujours en Union des Comores, les médecins se réjouissent des efforts déployés par les autorités sanitaires pour lutter contre le VIH-Sida. Actuellement, 174 cas sont pris en charge, dont 17 en 2012, suivant les explications de ce médecin comorien. Il y a eu des progrès remarquables et considérables. Ceci est dû au fait que actuellement, comme j'ai eu à le dire, il y a moins de décès, moins de pertes de vue, mais également au niveau des femmes enceintes vivant avec le VIH-Sida. Depuis 2006, on a eu 13 femmes enceintes et aucun enfant n'a été contaminé. Donc ça, c'est un progrès remarquable. Autre chose, aujourd'hui, le traitement par les antirétroviraux est devenu une prévention. Si dans un couple, un des partenaires est positif, le fait de prendre son traitement comme il faut fait que le partenaire n'est pas contaminé. À titre d'exemple, j'ai 3 couples, 3 femmes qui sont contaminées par le VIH. Les 2 femmes sont tombées enceintes et ont fait des enfants sans qu'ils contaminent leurs partenaires ou leurs enfants. Et la 3e femme est actuellement enceinte de 5 mois. Cap à présent sur le Cameroun. Là-bas, les députés ont porté leur attribut de représentants du peuple le week-end dernier. À cet effet, le bureau de l'Assemblée se met progressivement en place. Notre correspondant à Yaoundé au Cameroun nous en dit plus. L'effervescence est totale à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les 180 députés représentant les 10 régions du pays ont officiellement porté leur attribut de représentants des élus à l'hémicycle de Ngouaikele. Les nouveaux députés, comme les anciens, ont reçu leur attribut et les sceaux de la République, marquant ainsi la représentation du deuxième pouvoir du pays, à savoir le pouvoir législatif. Appelés à se regrouper en session plénière, ordinaire ou extraordinaire, ils ont la charge de dicter la loi, de voter et valider le budget de l'État présenté par le gouvernement, de contrôler l'action gouvernementale et surtout de valider les projets de loi proposés par l'exécutif. Désormais au perchoir de l'Assemblée nationale, le très honorable Cavaillé Guédibril, qui a été réélu à la présidence de l'Assemblée nationale avec son premier vice Hilarion Etan. Le reste du bureau doit être pourvu et le règlement intérieur de l'Assemblée prévoit que la répartition des membres du bureau et des membres des différentes commissions doivent être représentés par tous les partis politiques en lice à l'Assemblée nationale. Ils sont au total, au nombre de ces partis politiques représentés. Pour cette 9e législature donc, les élus du peuple auront du pain sur la planche. Parlons à présent de ce séminaire de renforcement des capacités des agents chargés des opérations de la comptabilité matière des services déconcentrés de la région de l'Ouest au Cameroun. Ce qui s'est donc organisé à Bafoussam, il s'agit d'actualiser leurs connaissances sur la comptabilité matière dans les administrations publiques. Pendant plus de 4 ans d'hibernation, toutes sortes de cacophonies avaient gagné les services publics au nom de la comptabilité matière. Chaque coordonnateur de crédit désignait qui il veut pour danser à son rythme de peur d'être licencié. Le ministre des Finances a voulu organiser ce séminaire pour remettre à niveau tous les comptables matières. On appelait comptables matières, mais maintenant on les appelle les agents chargés des opérations de comptabilité matière. Donc il a voulu les remettre à niveau pour, depuis la loi portant régime financier de l'État, la loi 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État. Donc, il a fallu donc une remise à niveau après 4 ans d'hibernation. D'aucuns en avaient jusqu'à 6 postes différents selon leur relation familiale, mais pour quel rendement? Il paraît que les comptables matières sont quand même
comme le bordel, je peux même dire. Le comptable matière certains comptables même, matière même a même 5 postes. Là, tous les postes là, ce sont les postes de leurs frères. Leurs frères peuvent être gestionnaires secondaires. Il appelle le comptable matière, il vient travailler là-bas, qui ne connaît même pas le travail de comptabilité matière, il n'est même pas formé. Il faut qu'à la fin de ce séminaire-ci, on peut même prendre la décision que c'est le ministre qui donne les comptables matière. L'État a donc décidé de sonner la fin de la récréation en organisant ce séminaire de formation dont les travaux s'articulent autour du thème tenue de la comptabilité matière dans les administrations publiques. Question d'intégrer les participants de la mise en œuvre intégrale de dispositions pertinentes de la loi numéro 2007-006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État. Cette séance de formation est encore, on dirait, d'une importance capitale, étant donné que les comptables matières ont été formés dans un programme selon l'ordonnance 62 OFK du 7 février 1962 qui est en inadéquation totale avec le nouveau régime financier. Alors à partir de cette formation, nous sommes certains que nous aurons les nouvelles règles de gestion matière, ce qui permettra aux agents chargés de la comptabilité matière d'être en ligne droite par rapport aux exigences du ministre des Finances. Ça va permettre aussi que le comptable matière, l'agent chargé des opérations de la comptabilité matière, sache exactement qu'est-ce qu'il a à faire. Au thème de 2 jours de renforcement de capacité et de remise à niveau, plus de 160 participants ont revisité, entre autres, les innovations contenues dans le nouveau régime financier de l'État, une bonne production des livres et documents comptables réglementaires, la préparation des documents relatifs au contrôle méthodique et de gestion matière, puis la production à bonne date des comptes de gestion matière en respectant la périodicité de leur transmission. C'est ainsi qu'ils entendent remporter la victoire décisive pour l'amélioration de la qualité de dépenses publiques dont l'agent comptable matière demeure un maillon essentiel. On reste au Cameroun. Le 61e BIM a un nouveau commandant en la personne du lieutenant Zameyumba Richard. Il a été officiellement commis à son poste par le ministre camerounais de la Défense en personne. Le récit de notre correspondant à Bafoussam. Il faut prêcher par l'exemple car une troupe est à l'image de son chef. C'est la principale recommandation faite par le MINDEF au nouveau commandant Zameyou, bas du 61e bataillon d'infanterie motorisée de Bafoussam. Edgar Alain Mebengor lui a outre recommandé discipline, paix sociale, sécurité des personnes et l'assiduité au travail. À la population riveraine, il a prescrit coopération avec toutes les forces en place pour lutter efficacement contre la criminalité. Je voudrais remercier du fond du cœur pour ce qui est du 61e bataillon d'infanterie motorisée basé ici à Bafoussam. Vous venez de le suivre. Un nouveau commandant a été nommé en la personne du lieutenant-colonel Zameyumba Richard. Cet important mouvement de personnel procède de l'impératif du redéploiement territorial de notre dispositif de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense a saisi cette occasion pour féliciter le sortant colonel Taïgui pour les bons et loyaux services qui lui ont valu une nomination au ministère et surtout les autorités locales en charge pour la paix qui a caractérisé le double scrutin du 30 septembre dernier. Réagissant à la solitude d'un centre de sapeurs-pompiers fait par le délégué du gouvernement Zété Emmanuel, le ministre de la Défense a déclaré que la logistique appropriée et le personnel qualifié sont disponibles, mais encore, ce qui fait problème, c'est le manque de 10 bouches d'incendie nécessaires alors que Bafoussam n'en dispose qu'une seule pour l'instant. Dans moins de 2 heures, la cérémonie protocolaire a cédé place aux réjouissances populaires au niveau des quartiers. Le lieutenant-colonel Zameyou, âgé de 48 ans, est un pur produit d'école armée de la Grèce et de la Chine. Il est marié et père de plusieurs enfants.
Plus de 32 000 projets d'investissement réalisés en Algérie entre 2002 et 2012, montant global 32 milliards de dollars. 410 projets sont étrangers et ils ont généré près de 43 000 emplois dans le pays. En dépit d'une conjoncture économique internationale défavorable, les investissements en Algérie ont connu une évolution substantielle, à considérer les résultats de l'enquête de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Entre 2002 et 2012, plus de 32 000 projets d'investissement, dont 410 projets étrangers, ont été réalisés en Algérie pour un montant global de 2 547 milliards de dinars. Ces projets, représentant 91% de l'ensemble des projets déclarés, ont généré 300 000 emplois directs. D'autre part, les 410 projets d'investissement étrangers réalisés pour un montant de 803 milliards de dinars, soit le tiers des investissements réalisés, ont généré 42 959 emplois, soit 14% du nombre global des postes créés. L'enquête de l'Agence nationale de développement de l'investissement révèle en outre que les investisseurs étrangers sont davantage attirés par le secteur industriel. Les projets d'investissement étrangers réalisés dans ce secteur ont en effet représenté 56% de l'ensemble des secteurs d'activité, 74% de la valeur financière et 57% des emplois générés. Les nouvelles créations ont représenté 59% des projets réalisés, 65% en termes de valeur et 59% en termes d'emplois générés. La prépondérance du secteur privé ressort également dans l'enquête de l'ANDI. On estime à 31 638 le nombre de projets réalisés durant la période 2002 à 2012, soit 99% du total, pour une valeur de 1 378 milliards de dinars et générant 264 964 emplois, contre 328 grands projets du secteur public pour un montant de 777 milliards de dinars. En matière de filière, toutefois, ce sont les industries agroalimentaires qui occupent la tête du classement. Les résultats de l'enquête de l'ANDI ont clairement démontré la prépondérance des très petites entreprises et l'émergence des PME qui caractérisent les investissements réalisés durant ces 10 dernières années. Il faut en outre savoir que plus de 50% des investissements réalisés sont de grands projets. Intéressons-nous à présent à ces experts de l'UEMOA qui se sont retrouvés à Lomé au Togo ce lundi avec pour principal objectif la vérification de la transition des directives de l'UEMOA. Il s'agit du département des politiques économiques et de la fiscalité antérieure de la Commission. Ils sont des experts de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, de l'autorité de régulation des marchés publics RMP et des personnes responsables des marchés publics de différents ministères à prendre part à cette rencontre sur la revue périodique de passation des marchés publics. Ils échangent sur l'évolution des systèmes nationaux de passation des marchés publics et des services publics des États membres de l'UEMOA. L'évaluation concerne donc le cadre juridique réglementaire nationaux de la commande publique et des tests d'application de régulation de base. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des attributions de définition des politiques, de régulation, de contrôle et de renforcement des capacités, bref, une vérification des thèmes en rapport avec la passation de marchés publics. Le président Atelier a pour but de faire une vérification de la transposition de ces directives dans les ordres juridiques internes. Il s'agit, en partenariat avec les États, suivant une approche participative, donc une revue contradictoire avec les États, de vérifier que les États sont parvenus à une transposition fidèle, je dirais sincère, donc de certains thèmes. Cet atelier s'inscrit également dans une recommandation de l'Observatoire régional des marchés publics qui, en sa 10e réunion à Dakar, a retenu ce principe de la revue communautaire. Cette rencontre est sanctionnée par les recommandations en conformité avec les standards internationaux. L'ARMP, pour sa part, a choisi la méthode participative avec toutes les autorités contractantes pour parvenir à la directive de l'UEMOA. Leur action est importante dans l'appréciation de la transposition des directives, dans la mesure où ces structures utilisent régulièrement et ont des habitudes. Donc toutes les difficultés qu'elles ont eu à relever ici nous ont permis. Donc ce travail qu'on a fait aujourd'hui avec l'UEMOA vient compléter donc ce travail en interne et ça va nous aider à amender au cours de l'année 2014 tous les tests. La mission est attendue dans les autres pays membres de l'UEMOA pour le même exercice.
Et de la culture pour fermer cette édition d'Info Afrique. Un film marocain à l'ouverture du premier festival culturel maghrébien du cinéma à Alger. C'est en Algérie. Le coup d'envoi a été lancé ce lundi en présence des ministres des Affaires étrangères et de la Culture. 15 courts-métrages, 11 longs-métrages et 9 films documentaires ont été projetés. Alors que le Festival maghrébin de la musique andalouse vient à peine de baisser le rideau sur ses différentes représentations, voilà qu'une autre manifestation culturelle organisée à Alger et regroupant les pays de la même région débute. Cela dit, elle est d'une autre sensibilité artistique, une sensibilité cinématographique. Mais ce qui retient encore plus l'attention, c'est le fait que ce soit la première édition. 2 salles mythiques de la capitale vont mettre en lumière 34 productions. Courts et longs métrages, sans oublier des films documentaires. Le baptême de feu de ce premier rendez-vous cinématographique maghrébin a eu lieu à la salle El Mougar. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Culture Khalida Toumi, en présence du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et plusieurs personnalités du 7e art algérien et maghrébin. Outre la reconnaissance des talents déjà confirmés et la découverte espérée de nouveaux prodiges, d'autres objectifs devraient être atteints, notamment un lieu de création commun. Nous sommes un peuple qui croyons en l'espace maghrébin ainsi qu'à l'union du Maghreb arabe. C'est pour cela que nous avons œuvré dans le domaine culturel à cet effet. La construction de cet espace est représentée ici par l'organisation de ce festival. Un festival où, comme premier long métrage projeté sur la toile, n'est autre que la 5e corde de Selma Barghesh. Une fiction où la musique constitue la trame de ce mélodrame, où l'évasion et la liberté se conjuguent en sonorité. À la fin de la séance, le public semble avoir apprécié cette œuvre couronnée déjà de plusieurs distinctions. Et pourquoi pas une autre ici, à Alger, car qui dit festival, dit récompense. Fin de cette édition d'Info Afrique. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes sur Afrique Média et bien sûr sur notre site web www.afriquemedia.tv.